Et salut tout le monde, et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo résumée de Night of the Champions 2013. Là franchement je vais vraiment essayer d'articuler pendant toute la vidéo pour que vous compreniez bien, parce que je sais que j'articule pas bien, et même après quand je réécoute mes vidéos je vois que j'articule pas bien. Et que en plus, à des fois, je parle trop vite, vous voyez, je parle comme ça, et donc après, vous comprenez rien de ce que je dis. Et moi, je crois que vous compreniez, mais en fait, non, vous comprenez pas. Donc, cette vidéo, je vais la mettre là, il est 19h40 à l'heure que je fais la vidéo. Et je n'ai pas pu la faire lundi pour des raisons personnelles. Mardi, enfin hier, donc j'ai terminé à 5h30 les cours. Après, je suis tout le temps me coucher parce que j'étais hyper fatiguée, donc j'ai vraiment pas eu le temps d'écrire les vidéos. Enfin, la moitié de la vidéo au moins un match, mais j'ai même pas eu le temps. Aujourd'hui, je me suis entaillé le doigt, donc je suis restée toute la matinée à l'infirmerie, et après j'ai commencé vers 14h45 et j'ai terminé d'écrire justement juste maintenant, et je fais tout de suite la vidéo résumée maintenant pour que vous l'ayez mercredi et pas jeudi. Donc voilà, excusez-moi, je vous raconte ma vie là. Donc là on va commencer par justement le pré-show. Le pré-show, et j'ai vu aussi qu'il y en avait certains qui aimaient ce que je mettais dans les petites bulles là, ce que j'écrivais dans les petites bulles. Excusez-moi. Donc je vais continuer à mettre dans les petites bulles. Donc on se retrouve justement pour les résumés de Night of the Champions 2013. Donc aussi je vais vous dire le thème de ce pay-per-view. Là, il y en a eu deux, mais j'en ai pris qu'un. Enfin, un qui est le plus utilisé pour les pay-per-view. C'est Night of Gold de... Je sais pas comment ils s'appellent, j'arriverai pas à dire leur nom. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite par le pré-show. Donc on avait un match par équipe qui allait déterminer qui allait combattre face à Roman Reigns et Seth Rollins plus tard pour les ceintures tag team plus tard dans la soirée dans le pay-per-view. Donc on avait les Primetime Players face aux Tons of Funk, face au Air American, face aux Zo et face au 3MB. Enfin, au 3MB quoi. Donc les 3MB, comme j'ai dit dans ma vidéo chrono, pourquoi ils sont là quoi. Enfin, en plus Jinder Mahal, il combat même plus, c'est que Drew McIntyre et Heath Slater qui combattent. Donc c'est un peu con. Et donc c'est un match à élimination, donc je vous explique un peu. Quand une équipe est éliminée, il y en a une autre qui arrive, et ainsi de suite. Normalement, je vais juste vous dire qui a éliminé qui et quand. Voilà. Donc, au début, Heath Slater élimine Brodus Clay. Non, excusez-moi. Excusez-moi, j'essaie de m'y retrouver. Donc, Heath Slater et Brodus Clay, justement, ont commencé le match. Après, Tensai élimine Drew McIntyre, donc ça a éliminé 3MB. Après, il y a le Real American, donc Jack Swagger et Antonio Cesaro, qui arrivent sur le ring. Donc Tensai contre Cesaro. Swagger élimine Brodus Clay. Donc les Tons of Funk, ils sont éliminés. Ensuite, il y a les Usos qui rentrent dans le ring. Après, Swagger élimine un des Usos. Par contre, je sais pas lequel c'est. Je peux pas vous dire lequel c'est. Après, il y a les Primetime Players qui arrivent sur le ring. Et justement, victoire des Primetime Players par un tombé de Darren Young sur Swagger. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, enfin sur le pré-show. On savait que ça allait être les Primetime Players qui allaient gagner, parce qu'au début, quand ils ont présenté le match dans le grand écran de la WWE, il y avait en fait, ça, comment dire,
voyez, en fait, il y a deux images tout au fond de l'écran. C'était donc les Tons of Funk et les Tremembee, c'était l'image des deux équipes tout au fond. Après, ça allait être les Royal Americans, après les Usos, et tout devant, les Primetime Players. Donc on savait que c'était eux qui allaient rentrer en dernier et eux qui allaient gagner. Donc voilà, ce match, je vais le noter 6 ou 5, je sais pas, 5. Bon en plus vous l'avez dit dans la vidéo prono que ça allait être soit les Primetime Players qui allaient gagner, soit les Usos. Donc voilà, ça fait raison. Ensuite, donc c'était assez impressionnant, pas qu'il y a Triple H qui est arrivé, enfin pas l'arrivée de Triple H, mais après Triple H était sur le ring. Donc après, il faut savoir aussi que dans le pré-show, on a appris que le match CM Punk vs Curtis Axel et Paul Heyman allait être un match, excusez-moi, allait être un match sans disqualification. Donc voilà. Donc c'est un match sans disqualification et à élimination. Donc après il y a Paul Heyman qui arrive sur le ring avec Curtis Axel. Et après excusez-moi, j'essaie de m'y retrouver dans... voilà, ici. Donc après il y a Paul Heyman, il supplie Triple H pour qu'il annule le match face à CM Punk. Que bien sûr il dit non. Et après il y a Curtis Axel, il provoque un peu... il provoque même beaucoup le Triple H. Il dit que quand je suis arrivé, il a dit, bien. Quand je suis arrivé à la WWE, enfin, c'était mon premier adversaire à la WWE, c'était mon premier adversaire en Polyman Kai, et je t'ai battu alors que c'était mon premier adversaire. Après j'ai battu John Cena et un autre, je sais plus qui. Donc après voilà, il énerve un peu Triple H. Donc Triple H, il sait quoi répondre à ça. Il dit, ah oui tiens, on est la nuit des champions. Donc la nuit des champions, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les titres doivent être en jeu et que normalement le titre intercontinental il est pas en jeu. Donc ce soir, mon petit gars, tu vas défendre ton titre. Tu vas défendre ton titre face à celui que je croiserai en premier dans les vestiaires. Donc qui va dans les coulisses. Et là, qu'est-ce qu'on entend? On entend la musique de Kofi Kingston. Donc, et là il dit tout de suite le match Kofi Kingston face à Curtis Axel pour le titre intercontinental. Ah oui, et aussi ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand Paul Heyman, déjà, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu, je pense que vous avez quand même remarqué la gueule de Paul Heyman. Enfin, le gars, il avait son costume sale, pas mal mis, il avait la barbe de 2 semaines, pas rasé, on aurait dit un clodo, avec les cheveux pas coiffés, le costume sale, on aurait dit un clodo en plus, le gars. On dirait qu'il allait mourir, ouais. Enfin, on dirait même, ouais, c'est vrai, en plus, on dirait qu'il allait mourir quand même. Et donc, on dirait qu'il était dépressif même. Donc, justement, le match Curtis Axel face à Kofi Kingston pour le titre intercontinental. Donc, même si c'est un match mis comme ça, dans le pay-per-view, voilà, ça vient comme une surprise, ça vient en premier match. Et donc, en plus, le match, il était beau à voir. Enfin, voilà. Donc en plus, comme c'était une surprise, ça annonce aussi plein d'autres surprises dans le pay-per-view. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça bientôt. Donc le match débute. Un peu lent au début quand même, mais après ça se reprend. Donc aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a Kofi Kingston, enfin entre la lutte le niveau de lutte, on va dire, entre Kofi Kingston et Curtis Axel est séparé. C'est pas du tout la même chose. C'est d'un côté t'as le half flyer qui saute, qui monte sur la troisième corde pour sauter, enfin
qui se de la troisième corde à l'extérieur du ring, enfin voilà, là c'est Kofi Kingston. Et de l'autre, t'as le gars qui reste sur le ring, qui se met jamais sur la troisième corde, qui fait que balancer son adversaire à la troisième corde, lui faire des prises. Enfin voilà quoi, un gars qui monte même pas une fois sur les cordes dans son match. Bah voilà, donc c'est un peu con. Enfin, Curtis Axel, j'ai jamais été convaincu par son catch, même en McGillicuddy, hein. Même en McGillicuddy, j'ai jamais été, j'ai jamais été convaincu par son catch, voilà. Et donc après, il y a eu aussi, on a bien regardé qu'à l'extérieur, il y a eu Paul Heyman. Mais en fait, Paul Heyman qui était on dirait qu'il était dans son monde. On dirait qu'il était sur pause, on dirait qu'il allait mourir, Paul Heyman. Parce que le gars, il est avec son costume sale. Il a avec son costume sale, il a une gueule de le chien après avoir passé une soirée dingue. Après, il s'est même pas rasé la barbe. On dirait qu'il allait pleurer. Donc le gars, il soutenait même pas ce Curtis Axel. Il tapait même pas sur le ring, enfin sur les bords du ring pour le soutenir. Il faisait rien. Il attendait. Il était dans son cauchemar. Il n'en sortait pas. Et après, donc, il y a eu un SOS de Kofi Kingston, mais qui a été contré. Enfin, il y a eu que 2. Et après, à la fin du match, Curtis Axel gagne par son finish habituel. Et après, il y a Heyman qui vient de sortir de son cauchemar, qui réalise que son Ponyman Guy vient de gagner le match et garde sa ceinture intercontinentale. Donc là, il sort de son cauchemar et on dirait qu'il est pris le seigneur, il fait comme ça. Enfin, on l'a déjà vu faire comme ça, mais avec sa gueule de... pas comme ça. Là, Ponyman, il m'inquiète quand même. Hein. Mais bon, comme j'ai vu à Raw, normalement, il est redevenu normal. Grâce au... Normalement, voilà, je vais en dire de plus. Vous allez le dire, mais non. Maintenant, Curtis Axel a gagné le match. Assez bon match dans l'ensemble. Ce match, je lui mettrais 6. 2 minutes, je regarde à combien de temps je suis. 12 minutes 50. Bientôt 13 minutes, d'accord. Donc le match assez bien dans l'ensemble, justement je lui mettrais 6,5. Enfin, voilà, pas trop, amusant, pour moi c'était amusant que Paul Heyman soit à l'extérieur comme ça. Avec sa barbe pas rasée, son costume de merde. Je sais que c'est la 3e fois ou la 4e fois que je le dis, mais je le répète parce que pour moi, c'était inquiétant mais en même temps amusant. Donc je mets 6. Assez bien, mais bon, ça va pas être le meilleur match du pay-per-view. Hein. Après, donc, on passe au second match. Et ça, c'est bien parce que s'ils auraient mis ce match en début de pay-per-view, après ça aurait fait comme un vide en fait. Même si on a presque jamais dans les pay-per-view, mais ça aurait fait comme un vide en fait. Donc le match de Diva en second match. Donc pour le titre de Diva, donc il y a Naomi contre Brie Bella, contre AJ et contre Natalia. AJ qui est l'actuelle championne. Donc c'est pour le titre de Diva. Le match débute. Donc d'abord, il y a trois filles, donc des trois divas, donc Natalia, Brie Bella et Naomi, qui attaquent AJ. Donc après, elles donnent des coups de pied, après ils le mettent à l'extérieur. Et après, les trois, elles la balancent chacune une fois dans la barricade. Voilà, on a cru que c'était amusant, mais moi, ce qui m'a gêné, c'est que ce soit les trois, bien sûr, de Total Diva. Naomi dans Total Diva, comme Brie Bella et comme Natalia. Et donc ça, s'ils mettent du Total Diva dans la casquette, donc s'ils nous en mettent aussi dans les pay-per-view, là ça va pas me plaire. Parce que déjà, les promos sur Total Diva, tous les trucs que je vois avant de regarder les vidéos de Total Diva, il y en a au moins 5 avant. Donc c'est bon. Parce que là, à cause de
à cause à cause de Total Diva, il y a la section Diva qui est en train de tomber. Donc déjà que la section Diva, elle est pas en pleine forme. Donc s'ils font encore Total Diva avec... Donc après, il y a Brie Bella qui donne je sais plus quoi, mais qui attaque Naomi et Natalia. Bien sûr, comme par hasard, reste un KO. Et après, il y a Brie Bella, excusez-moi, qui donne un coup de pied à chacune des divas, donc Naomi et Natalia, parce qu'elle est encore à l'extérieur. Et après, les 3 divas sont à l'extérieur, il reste plus que Brie Bella. Et franchement, AJ dans ce match, ça fait que 5 minutes depuis 5 minutes que le match il a commencé et on la voit déjà plus. Enfin, AJ dans ce match, elle était vraiment transparente du début à la fin. Après, j'ai pas regardé tout le match, mais après je crois, vous allez, corrigez-moi si j'ai faux. Après, je crois que c'est AJ qui a attaqué Brie Bella. Après, les 2 autres divas, elles sont revenues. Elles ont... Après, il y a je sais plus Natalia ou Brie Bella ou les deux. Naomi ou Natalia qui ont attaqué AJ, donc après elle est allée à l'extérieur. Et après, il y a Brie Bella, je crois, qui a mis KO. Moi, je vais pas expliquer tout le match, hein. C'est juste la fin, là. Après, justement, il y a Naomi, il y a AJ qui est à l'extérieur. Naomi et Brie Bella, elles étaient couchées au sol. Et donc là, il y a Natalia qui pense à un truc. Et donc ça, c'est ça qui, s'il y en aurait tout le temps, et trucs comme ça ferait remonter la sélection Diva. Et là, c'était vraiment exceptionnel. Il y a Natalia qui prend la jambe de chacune des deux divas, donc Naomi et Brie Bella. Elle les coince, elle retourne, elle fait un double sharpshooter. Et donc ça, j'ai jamais vu, je sais pas, mais pour moi, j'ai pas encore vu ça. J'ai vu Natalia, si peut-être avant, mais bon, c'est pas grave. Et donc ça, si c'est tout le temps, pas tout le temps, mais si c'est une fois sur 2 ou une fois sur 3 dans les matchs de Diva en pay-per-view, ça fera remonter la section Diva et tout ira mieux. Mais bon, comme ils pensent pas à ça, la WWE, ça pourrait pas être comme ça. C'est sûr. Donc après, il y a elle fait son sharpshooter quand même qui dure assez longtemps. Et après il y a AJ Lee, elle donne un coup de chaussure dans la nuque de Natalia. Et après il y a AJ qui fait son Black Widow. Et donc là, moi je dis non, non, non et non, non. Parce que AJ, ça fait la 17e fois que je le répète, AJ, elle est trop petite pour faire son Black Widow. La WWE, faut qu'elle comprenne que si elle le ferait sur une diva de sa taille et de son poids comme Brie Bella ou Naomi, là ça irait mieux. Parce que ce serait pareil, presque. Mais sur une diva comme Karma ou Caitlyn ou Natalia, là ça va pas du tout. Là, ça va pas du tout. Sur Natalia, elle avait qu'à pencher son corps. Youp, whoop là. Et là, elle était sortie de la prise. Et donc, en plus, on voyait bien que la prise, elle était pas close, elle était pas verrouillée, quoi. On voyait bien que Natalia, elle pouvait s'en sortir, mais bien sûr, comme par hasard, oh là là, Natalia, elle pouvait pas s'en sortir de l'étape 1, 2, 3. Voilà, c'était dur de résister à un Black Widow de Heidi. Heidi, je crois qu'elle fait 1m60 à peine. Moi, je fais 1m64. Donc même moi, je suis pas une diva bien sûr, mais même moi, je pourrais mieux la porter qu'elle, cette prise. Je sais pas, mais c'est con. Faut qu'ils arrêtent de mettre le Black Widow à Heidi. Ça le fait pas. Donc le match, il était assez bien ensemble. Donc là, je pense que je vais rajouter un point de plus pour le double sharpshooter de Natalia. Donc
Ce match, je vais lui mettre 7. Oui, c'est rare qu'un match de Diva ait 7 sur 10, mais bon, pour une fois que ça arrive, un truc comme ça, je mets quand même. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc ensuite, on passe au troisième match, donc qui est pour le titre poids lourd. Donc Alberto Del Rio, l'actuel champion, face à RVD, accompagné de Ricardo Rodriguez. Déjà, quelque chose qui m'énerve. Quand je dis que RVD botche, ou enfin surjoue son rôle, là déjà, je pense qu'il a mieux compris parce que là, il a beaucoup moins fait quand même. Il a moins fait, il a moins botché. Je pense qu'il a compris cette fois. Mais ce qu'il a fait, ce qu'il a remplacé, et qui commence à me gonfler, c'est que RVD, attention, j'adore RVD, mais RVD, j'aime pas parce que à chaque fois qu'il fait une prise, il va se la péter toutes les 5 secondes à faire RVD tout le temps. Si ça serait une fois de temps en temps, ça irait, oui, mais là, il fait à chaque prise. Enfin, à chaque prise, voilà, mais au moins toutes les 2 prises, il fait ça. Donc là, ça va, c'est chiant, à la fin. Et après, le match se déroule. Il se déroule. Tout se passe bien. Tout le temps, RVD qui fait son truc, là, ça me gonfle. Après, excusez-moi, mais j'essaye de me retrouver dans le truc. Après, il y a plein de gens, et c'est mon avis aussi, qui disent que Alberto Del Rio, ça fait depuis trop longtemps qu'il est champion. Moi aussi je pense ça parce que, ce que je vous explique, je crois que c'est après WrestleMania qu'il s'est fait tabasser par Jack Swagger. Ouais, il s'est fait tabasser par Jack Swagger, et après il y a Dolph Ziggler qui avait sa manette et qui a récupéré la ceinture poids lourd. Voilà. Il a récupéré la ceinture poids lourd, Dolph Ziggler. Après il y a eu un traumatisme crânien avant Extreme Rules, et donc après ils n'ont pas pu changer le titre. Et après je crois que c'est vers Payback que Alberto Del Rio a récupéré son titre poids lourd et qu'il ne l'a pas perdu. Donc quand même depuis Payback, ça fait quand même très longtemps. Ça fait 3-4 mois quand même. Enfin ça fait juin, juillet, août, ouais, juillet, septembre. Ça fait 4 mois quoi. Enfin environ 4 mois. Donc ça commence quand même à faire beaucoup. Faut vraiment qu'ils arrêtent là. Faut qu'ils fassent perdre le titre à Del Rio. Parce que là, ça devient trop long. C'est nul. Voilà. Donc après, Del Rio fait sa prise de soumission sur RVD. RVD un peu plus. Après, il a réussi à ramper et à attraper la corde. Mais Del Rio, il lâche pas. Il continue son Jujigatame sur RVD. Même si RVD il prend la corne, il la lâche pas. Et après, donc l'arbitre compte 5 et RVD gagne ce match par disqualification. De la merde. Même si Alberto Del Rio perd ce match, mais RVD gagne le match par disqualification et il remporte même pas le titre. Et en plus, là je vais le dire maintenant, en plus on vient d'apprendre qu'au nouveau pay-per-view au prochain, à Battleground, il y aura encore un match RVD face à Alberto Del Rio pour la ceinture poids lourd. Déjà, si Alberto Del Rio perd son titre, ça me ferait plaisir. Mais si RVD le gagnait, excusez-moi. Mais si RVD gagnait le titre poids lourd, ça lui irait pas aussi. Donc il faudrait qu'il change, parce que là, encore à Battleground, on se tapera un RVD face à Alberto Del Rio. Et là, parce que même si RVD ça lui irait pas la ceinture poids lourd, j'aimerais bien qu'Alberto Del Rio quand même perde son titre. Ce serait hyper bien. Franchement, la WWE, je vous en prie, faites perdre le titre à Del Rio. Et donc après, il y a justement, après Del Rio, après avoir perdu son match, mais conservé son titre, arrête pas de tabasser RVD après le match. Et après, il va prendre une chaise. Il voudrait tabasser, mais là, quand il fait ça, bien sûr, on s'en doutait, Ricardo Rodriguez prend la chaise à Del Rio.
Et là, il y a RVD, ils font un gros coup de pied dans la nuque de Alberto Del Rio, donc ce qui calme Del Rio et qui justement reprend l'avantage. RVD reprend l'avantage, voilà. Et après, il place... il y a Ricardo justement qui suggère après à RVD son Van Terminator. Donc RVD, il place... Si vous savez pas ce que c'est le Van Terminator, c'est en fait, il y a un adversaire à RVD et il est placé à un coin du ring. Il y a RVD qui est à l'autre coin, qui fait un saut et il écrase ses pieds contre la face. Et là, ce sera contre la chaise. Donc justement, il place Del Rio dans un coin, la tête bien dans le coin de la corde. Ils mettent la chaise dessus. Et là, RVD. Par contre, c'était un peu long pour qu'il ça vienne. Parce que RVD, il y va tout doucement sur la corde. Il fait tout doucement son RVD. Et après, il saute au moins après 15 secondes ou 20 secondes. Et enfin, il fait son Van Terminator. Et voilà, enfin. Et donc après, ça éclate la gueule. Bon, même si on sait que c'est du fake. Mais après, ça éclate la gueule à Del Rio. Et après, pendant quelques secondes, il y a RVD qui prend la ceinture et qui la soulève. Enfin, voilà. Donc ce match, je lui mettrais 7. C'est mon match de l'ensemble, comme j'ai dit. Enfin, pour les anciens matchs. Mais pas le top du top. Et donc après, on a un match qui a été annoncé, mais que j'ai pas fait de sondage dessus. Car j'avais pas trop envie, comme c'était pas pour un titre. C'est Fandango, ok. Fandango, et vous verrez pourquoi je le dis mieux, face aux Miz, et bien sûr Fandango qui est accompagné de sa danseuse Summer Rae. Voilà, pour une fois, le match qui est... Donc déjà, on a du The Miz, donc le match il est bon. Mais là, excusez-moi, là je vais prévenir. Attention, risque de crise cardiaque. Parce que là, Fandango a fait un très beau match. Il a enfin montré que Del Rio, que Fandango, qu'il était capable de faire des belles choses. C'est ce qu'il nous a montré dans ce match. Vraiment, c'était un excellent match. Il était magnifique ce match. Et j'aurais jamais cru dire ça de Fandango. Mais franchement, là, le match, il était magnifique à voir. J'ai pas loupé une seconde du début jusqu'à la fin. C'est vraiment énorme. Et donc après, en plus à Raw, il était contre je sais plus qui. Et là, il porte plus son... Moi, j'appelle ça un costume. Hein. Il porte plus son costume avec son pantalon, avec des trucs là. Il porte un pantalon normal, comme celui... Vous voyez celui d'Artrousse là. Et ben il porte un jean comme ça, normal. Troué, normal. Et il montre de quoi il est capable. Enfin, Fandango, c'est ce que j'attendais. Depuis WrestleMania, ça fait quand même un bon bout de temps. Donc c'est ce que j'attendais de sa part, qui montre de quoi il est capable. Franchement, c'était un super bon match. Pour ce match, je mettrais 8. Parce que c'est quand même rare de voir un Fandango qui se met autant dans le match et qui a fait un magnifique match. Donc là, c'était vraiment un bon match. Après, donc je mettrais 8. Après, excusez-moi, mais je suis perdu. Si, c'est bon. Après, donc on passe au match CM Punk face à Paul Heyman et Curtis Axel. Le match sans qualification à élimination. Donc, bien sûr, Curtis Axel et CM Punk font leur entrée avec un kendo stick. Avec un kendo stick normal. Et donc après, le match commence. Paul Heyman qui est bien de côté et qui fait la gueule pour dire... on dirait qu'il dit « Je vais mourir dans quelques minutes ». Et ben on dirait que c'est ce qui va se passer. Franchement, on dirait que pour lui, c'est ça qui va se passer en fait. Donc, justement, on passe au second... donc CM Punk... c'est CM Punk et Curtis Axel qui ont... et Curtis Axel
qui ont commencé le match avec leur kendo stick, mais c'est CM Punk qui a pris l'avantage avec les kendo sticks. Et après il frappe Curtis Axel avec, et après il arrive, comme par hasard, à choper enfin quand même, après au moins 10 minutes, Paul Heyman, non 5-6 minutes, Paul Heyman, et il donne une grosse patate, mais après il y a Curtis Axel qui le reprend, mais après CM Punk reprend l'avantage, après il fait un GTS, et ensuite un Anaconda Vice sur Curtis Axel, donc Curtis Axel abandonne, et il est éliminé. Et donc là, on dirait, quand Curtis Axel se fait éliminer, la tronche de Paul Heyman est comme ça. On dirait vraiment que là, pour lui, il va vivre ces dernières minutes là. Je vous mettrai le lien dans la description de ce match, enfin du pay-per-view pour le revoir. Moi je l'ai revu. Et après vous verrez le match et vous verrez la gueule de Paul Heyman. On dirait qu'il allait vivre ses dernières minutes face à CM Punk. Franchement, moi c'était inquiétant, mais en même temps ça me faisait rire. Donc après il y a Paul Heyman qui monte sur le ring. Après il y a CM Punk qui donne quelques coups à Paul Heyman. Après, bien sûr, il y a CM Punk. Il sort de sa chaussure des menottes pour attacher les mains de Paul Heyman. Paul Heyman il fait non, bien sûr, voilà. Il essaie d'éviter, mais après un gros coup, enfin après il donne plein de coups de kendo stick dans les jambes de Paul Heyman. Au moins presque 10 dans le dos de Paul Heyman. Il en donne vraiment plein. Et après, bien sûr, Paul Heyman est KO. Je crois qu'il donne après un petit kick dans la tête, ou dans le... un petit middle kick, ou un truc comme ça, un petit, je crois, middle kick ou kick dans le corps de Paul Heyman, vers ici, là, vers l'abdomen, vers les hanches, et entre les hanches et la tête. Et après, il le met contre les cordes, il le place contre les cordes comme ça, donc Paul Heyman il est KO. Enfin, avant il voulait faire son DTS, mais là il a pris le kendo stick, il voulait l'enfoncer pile devant sa tête. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que bien sûr, comme il se faisait frapper, je pense que la WWE voulait nous faire comprendre que c'était pas Paul Heyman qui pouvait faire une intervention, que c'est pas lui qui aurait pu, comment dire, que c'est pas lui que c'est pas lui qui avait prévu l'intervention. Je pense que c'est pas lui. Ouais, je pense que la WWE voulait faire comprendre que c'est pas Paul Heyman qui avait prévu l'intervention, parce que comme il se faisait hyper frapper avec un kendo stick par CM Punk, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire comprendre. Et après, what the fuck? CM Punk voulait frapper, mais là, Ryback arrive. Il met un gros spear dans CM Punk qui s'écrase contre la table. Et donc après CM Punk a une grosse entaille dans son dos. Parce que vous voyez les trucs de métal derrière les tables, il s'est pris ça dans le dos. Donc après, il y a une grosse entaille dans le dos. Et là, what the fuck? Ryback quoi. Le nouveau Paul Heyman qui arrive. Parce que j'ai vu après aussi à Raw qu'il disait, Paul Heyman bien sûr était dans une chaise roulante. Oulala, il est très mal. Hein. Et après il tacle des Ryback et dire voilà, c'est mon nouveau Paul Heyman guy, c'est lui qui m'a sauvé la vie, machin. Ryback il dit machin, il dit je le sauverai tout le temps, je serai là pour toi. Et après il fait son truc Ryback Rules, c'était à Raw ça. Donc c'est sûr c'est le nouveau Paul Heyman guy. Donc si Paul Heyman il a Brock Lesnar et Ryback, donc moi en fait Brock Lesnar et Ryback j'avais envie qu'ils s'affrontent. Et bon je le ferai dans un jeu hein. Mais dans ces Paul Heyman guy, il a Brock Lesnar et Ryback. Donc c'est sûr que là, il va jamais se faire toucher s'ils sont tout le temps à ces matchs. Enfin, c'est sûr. Et donc voilà, après,
Après, il y a Ryback, il met Paul Heyman sur CM Punk. Donc l'arbitre met 1, 2, 3. Paul Heyman et Kurt Axel gagne. Et après, il fait glisser Paul Heyman jusqu'à l'extérieur du ring. Et après, il le prend comme un sac à patates. On dirait vraiment un sac à patates. On dirait la boucherie. On dirait la boucherie. Il a pris son gros bout de jambon. Il l'emmène comme ça. Oh, il l'a pris, mais comme un sac à patates, quoi. Il le portait avec une main comme ça. Enfin, voilà. Après, ils repartent. Après, il y a CM Punk qui repart avec une grosse entaille dans le dos. Les médecins qui voulaient vérifier, mais CM Punk qui dit non, enfin, barre-toi, quoi. Voilà, franchement, ce match, c'est des matchs basiques dans l'ensemble, mais qui sont vraiment intéressants à voir. Donc moi, je mettrais 8,5 à ce match. 8,5. Voilà, donc après, on passe au 6e match de la soirée. Donc, c'est pour le titre US, le titre des États-Unis, donc Dolph Ziggler contre Dean Ambrose. Donc, attention, risque de crise cardiaque 2. Là, pour une des premières fois dans toute sa carrière, Dolph Ziggler a enfin fait un match où il ne botche pas, où il ne fait pas du fake, où il ne fait pas son beau dès qu'il fait une prise, où il ne fait jamais ça et ça. Et là, c'est Dolph Ziggler qui l'a fait pendant tout le match. Il n'a pas botché, il n'a pas fait du fake. Donc là, pour une fois, un très bon match de Dolph Ziggler. Il a fait des hyper bonnes prises. Dean Ambrose et Dolph Ziggler, enfin, Dean Ambrose est technique, mais Dolph Ziggler c'est moins, mais il s'est quand même adapté. Des hyper belles prises des deux, c'est ça que je veux voir plus chez Dolph Ziggler. Mais le truc, il vient, mais bien sûr, dans tous les matchs. Le truc, c'est que en fait, il y a, je pense que aussi, ça fait réfléchir Dolph Ziggler qui se fasse tabasser pendant un mois. Et je pense que psychologiquement, il a dû se dire, mais je suis con ou quoi, je me fais faire tabasser comme ça. Je vais réagir au pay-per-view Night of the Champions. Je pense qu'il s'est dit ça dans sa tête en fait, et que ça a tourné pour une fois. Mais le truc qui a un peu gâché quand même le match, c'est que en fait, il y a Dean Ambrose qui a voulu s'accrocher à Dolph Ziggler, mais comme il ne porte aucun habit, il va pas s'accrocher à sa peau, mais là il s'est accroché au slip de Dolph Ziggler. Donc le truc, c'est qu'on a vu en fait l'arrêt de Dolph Ziggler, mais presque en plein en fait. Enfin, de toute façon je vais vous mettre le lien du pay-per-view où je l'ai revu, et vous verrez ce match. On a vu presque tout en plein l'arrêt de Dolph Ziggler en fait. Et oh, c'est ça qui a cassé le match. Oh. Je croyais qu'il allait prendre au moins 5% de crédibilité, mais avec ça lui en enlève 17. Enfin, c'est ce qui m'a un peu gâché le match. Sinon, le match était très bien dans l'ensemble. Pour une fois, aucune intervention du Shield. Donc c'est bien que Dean Ambrose gagne proprement. C'est très très bien. Et après, il y a eu, voilà. Attendez, je regarde à combien de temps je suis. 38 minutes 45, bientôt 50, d'accord. Voilà. Et donc après, il y a eu aucune intervention du Shield. Il a gagné proprement, Dean Ambrose. Et pour une fois que Dolph Ziggler fait un bon match, je vais mettre un 8,5 pour ce match. Parce que ça peut peut-être plus jamais arriver en fait. Et donc là, on passe au 7e match. Donc, qui est... le 7e match, donc c'est pour les titres par équipe. Donc, Seth Rollins et Roman Reigns face aux Primetime Players. Excusez-moi. Pour les titres tag team, justement, donc Seth Rollins et Roman Reigns qui sont les actuels champions. Donc c'est Seth Rollins et Titus O'Neil qui commencent le match. Ils commencent le match. Le dernier, là les Primetime Players, je suis convaincue mais pas assez par eux. Là ils ont montré qu'ils pouvaient faire de belles choses. Je suis plus convaincue, pas par Darren Young,
je suis convaincu en fait autant pour Darren Young et autant que pour Titus O'Neil. En fait là il montre des choses qu'il n'avait pas montré auparavant. Et donc là ça met excusez-moi, on a pas la porte. Là ça justement ça montre qu'ils peuvent faire des choses. Là ça montre qu'ils peuvent faire des choses dans leur truc professionnel. Et donc les prime time players, bien sûr ils sont pas encore prêts à devenir champions par équipe, mais ils sont ils ont pas gagné les titres. Excusez-moi, mais on parle derrière, donc on parle derrière la porte, donc ça m'intéresse bien. Enfin voilà, je me déconcentre un peu, excusez-moi. Là justement après il y a Titus O'Neil qui fait tomber sur Seth Rollins, mais mais il y a Roman Reigns qui fait après un spear sur Titus O'Neil, et après qui justement Seth Rollins peut faire tomber sur Titus O'Neil, et après il gagne le match justement, ils gagnent le match par tombée et ils conservent leur titre. Donc aussi aucune intervention ni de Triple H ni du Big Show, enfin je pense pas qu'il aurait intervenu, mais ni aussi de Dean Ambrose. Donc c'était vraiment très bien. Ce match je mettrais 8,5 parce que les Prime Time Players là ils me convaincre de plus en plus, ils me convaincre. Oui. D'accord. Ils me convainquent de plus en plus. Je sais pas comment on dit ce mot, mais bon, pas grave. Donc pour ce match je mettrais 8,5. Et donc là on passe au main event de ce pay-per-view. Donc qui est Randy Orton, l'actuel champion WWE, face à Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Je rappelle juste qu'en début de pay-per-view, il y a Triple H qui a dit qu'il n'y aurait eu aucune intervention du Shield, ni du Big Show, ni de lui, ni de aucune personne. Aussi, j'avais oublié de préciser que Triple H, il a dit ça justement pour dire qu'il n'était pas heel, mais face. Donc justement, moi aussi je me disais, attends, il dit rien, alors que pendant toutes ces années, il était face. Alors qu'il était avec la DX, il était face. Enfin, voilà. Et tout de suite, il devient heel, donc je comprends pas. Et j'espère qu'il va redevenir face, mais bon, avec ce qui s'est passé à la WWE, je pense pas, en fait. Voilà. Donc, justement, il y avait... le début de match, j'ai trouvé un peu lent, mais justement, c'est à cause grâce au style d'Orton. Parce que Orton, il a son style qui est lent, mais qui est bien destructeur, et justement, qui est vraiment bien... son style est bien ficelé, et ça fait que un style bien ficelé, lent, mais qui détruit tout, avec un style de Daniel Bryan, High Flyer, qui détruit tout aussi, et ça se ficelle, c'est bien ficelé, et après quand on met les deux ensemble, ça fait un hyper beau match, et c'est ça que j'ai envie de voir de plus en plus dans les main events. Et en plus quand c'est sans John Cena, même si John Cena c'est mon catcheur favori, mais voilà, sans John Cena on peut aussi faire de belles choses. Et pour beaucoup de monde, Daniel Bryan c'est le nouveau visage de la WWE qui doit remplacer John Cena. Enfin, pour moi aussi je dis que un peu ça devrait être voilà le nouveau visage de la WWE. Et en plus ce que les storylines disaient, donc là j'avais vraiment l'envie de regarder le match comme un SummerSlam. Mais là l'envie, vraiment j'ai pas raté une seconde de ce match. Vraiment. Et donc tout le monde à l'entrée de Daniel Bryan, tout le monde faisait yes yes yes. Quand Daniel Bryan donnait ses high kicks pour son coup spécial, tout le monde disait yes yes yes. Enfin voilà. Moi aussi je le faisais en même temps. Parce que moi j'adore Bryan et Orton aussi. Même si là il est en heel, mais j'adore Orton et Bryan. Excusez-moi. Parce qu'en plus en ce moment c'est les meilleurs de la WWE. Donc
Et après, le match se passe. Et après, il y a Randy Orton qui rentre malencontreusement, donc sans faire exprès, dans l'arbitre. Quand je dis ça, moi je dis sans faire exprès, c'est-à-dire que c'est pas Brian qui l'a poussé, c'est pas Dee Bryan qui l'a poussé et qui a fait comme ça, et oups là, c'est plutôt Orton qui recule, qui va lancer la corde, et boum. Oh merde, vous êtes là? Excusez-moi. C'est plutôt un truc de ce genre que j'ai remarqué plutôt. Après, donc l'arbitre est tombé à l'extérieur du ring. Il y a eu un nouvel arbitre qui est venu. Mais le temps que l'autre arbitre, 30 secondes ou une minute après, l'autre arbitre, donc Scott Armstrong, qui revient sur le ring. Et là, il y a Daniel Bryan qui a fait pareil qu'il a fait à SummerSlam contre John Cena. Il donne un gros coup de genou, vraiment un violent coup de genou dans la tête de Randy Orton. Et là, et en plus, là j'avais vu quelque chose venir, parce que quand normalement un arbitre remonte sur le ring quand il est KO, on le filme à peine une seconde, après on retombe sur le match, la caméra retombe sur le match, mais là, la caméra n'est pas retombée sur le match, la caméra a fixé longtemps l'arbitre, donc là je me suis dit, il y allait avoir quelque chose, et donc j'avais raison, parce que après le gros coup de genou de Bryan, l'arbitre, au lieu de compter 1, 2, 3, Scott Armstrong il a compté 1, 2, 3. Parce que même moi, ça m'a surpris dès qu'il a fait ça. Il a fait 1, 2, 3. Au lieu de faire 1, 2, 3, il a fait 1, 2, 3. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Oh, 46 minutes, 47 minutes. Oh, c'est ma plus longue vidéo. Storyline, nouvelle vidéo. Plus longue vidéo plutôt. Voilà. Donc, Bryan qui a gagné et qui devient le nouveau champion WWE. Et franchement, voilà, ce match, je lui mettrais 9,5 pour l'ambiance, l'attitude, la technique et voilà, l'ambiance aussi. Donc vraiment, ce match, je lui mettrais 9,5 sur 10, bien sûr. Et donc après, par contre, ce qui s'est passé à Raw, de la part de Triple H, là pour moi, il est redevenu un heel. Même si bien sûr c'est fait exprès, je pense, mais il est redevenu un heel. Car à cause de ça, l'un des plus grands arbitres de la WWE, moi le catch, je suis à partir de 5 ans. Le catch de la WWE, je commence à suivre depuis l'âge de 5 ans, 5 ans et demi. Là j'ai 12 ans et demi, donc ça fait près de 8 ans par là que je suis. Donc ça fait depuis 2006 que je suis. Et là, l'un des plus grands arbitres avec mon frère qu'on adorait, enfin qui était pour moi un des meilleurs arbitres, même s'il se faisait tout le temps frapper par l'Undertaker et par tout le monde quoi. Mais là il vient de se faire envoyer à cause de ça, parce qu'il a juste compté trop vite, juste parce qu'il a fait 1, 2, 3 comme ça. Triple H a dit tu es viré. Et donc moi dès qu'il a fait ça, enfin moi je suis resté sous le choc. Dans quelques secondes j'étais comme ça quoi, enfin. Scott Armstrong pour moi il est depuis hyper longtemps. Même dans les matchs de 2005, je le voyais. Même dans les matchs à l'élimination Summer 2008, je le voyais. Avec le brun barbu, là, je sais plus comment il s'appelle, mais lui, il n'y est plus. Mais vraiment, c'était un des meilleurs avec lui. Là, il fait virer. Mais j'espère quand même que c'est fait exprès. Parce que là, si c'est pas fait exprès. Voilà quoi. Après, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a qu'une seule ceinture qui a changé de main dans ce pay-per-view. Enfin, après, je dis rien, mais voilà. Et après aussi, il y aura... Là, la vidéo est terminée. Enfin, d'abord, il faut aussi que je note le pay-per-view. Donc le pay-per-view, je mettrai une note de 14,5 sur 20. Mon pay-per-view dans l'ensemble. Des très bons matchs. Des très grandes surprises aussi. Et voilà, donc... non, allez, on va mettre 15 sur 20 pour ce match. Voilà. Et aussi, je voulais dire qu'il y aura 2 pay-per-view en octobre, mais je vous prévenir que je vais faire les 2 pay-per-view. Attends, quand même, la vidéo elle va pas durer une heure là. Faut quand même que je me dépêche, mon petit.
Allez Darren, dépêche-toi. Donc la vidéo, elle va durer près de 1 heure. Fais m'en excuser, vraiment je m'en excuse, en plus je la sors tard. Mais voilà, donc le prochain pay-per-view c'est Battleground. Donc on se retrouve pour les pronostics de Battleground. Et je ferai aussi le résumé de Battleground, mais aussi les pronostics de l'autre pay-per-view qui sera en octobre aussi. Et aussi il y a justement 2 pay-per-view qui sont déjà annoncés pour Battleground. Oui, il y a 2 pay-per-view, excusez-moi. Il y a 2 pay-per-view qui sont annoncés à Battleground. Donc RVD face à Alberto Del Rio, mais je l'ai déjà dit. Et Bryan face à Orton pour la ceinture de la WWE. Donc je pense que c'est pour la revanche. Et je pense que Bryan va atteindre son titre. Je sais pas. Mais là, voilà. Et on se retrouve au pronostic de Battleground. Enfin, je crois que je ferai un vlog avant. Enfin, on se retrouve peut-être au vlog. Salut!